Une trentaine de livres, des romans, des essais, prix interalliés. Il a réalisé de nombreux films avec Montand, avec Trintignant, avec tant d'autres. Philippe Labro, patron de radio. Vous êtes là avec nous parce que vous écrivez aussi des chansons. On va parler de vos écrits. Tiens, une de ces chansons, c'était pour Johnny. Incroyable souvenir que cette Sarah. Vous l'aviez écrit pour Johnny et ça devient un succès énorme, Philippe. Oui, et d'ailleurs, il a chanté tout le temps. C'est une des rares chansons, j'ai écrit ça au début 70, qu'il a chanté pendant 30 ans après, tout le temps. Il aimait cette chanson parce qu'il y avait du rythme. Je rencontre souvent des femmes qui ont une quarantaine, cinquantaine d'années qui me disent « Je m'appelle Sarah parce que mon père m'a appelé Sarah ». Alors pourquoi vous aviez choisi Sarah, à cause de la chanson, Philippe? Vous savez, quand on fait une chanson, on vous donne la musique. C'était deux Américains, Tommy Brown et Mickey Jones, qui m'ont donné ce qu'on appelle le corset musical, dans lequel il faut mettre des paroles. Et eux, ils n'en mettaient pas simplement, ils avaient dit simplement « Gentle Sarah », c'est tout. « Gentille Sarah »,« Jolie Sarah ». Et à partir de ça, moi, j'ai écrit le texte, voilà. C'est souvent comme ça que ça se passe. Une petite indication, et ensuite vous développez. Et alors, il va l'interpréter au Parc des Princes en 93 pour son anniversaire de fois nombreuses. Écoutez cette voix de Johnny, incroyable. Avant de parler des écrits et de toute cette carrière incroyable qu'est la vôtre, Philippe, c'est Jésus-Christ est un hippie. Encore une autre chanson pour Johnny. Vous êtes le premier à écrire d'ailleurs tout un album, les paroles de tout un album pour Johnny. Qui s'appelait Flagrant délit. On l'a fait à Londres pendant 15 jours et 15 nuits. Ils sont partis là-bas, ils m'ont dit on va faire un album, on a toutes les musiques, tu viens faire les paroles? Bien sûr. Je suis parti avec une petite machine à écrire, ils m'ont enfermé dans une chambre d'hôtel qui était juste à côté des studios olympiques. C'était les grands studios où les Beatles enregistraient d'habitude, et ils enregistraient les paroles, la musique et tout, et moi, j'écrivais les chansons pendant ce temps-là. Ça a été un moment extraordinaire, une expérience merveilleuse. J'en ai eu beaucoup, moi. On va en parler, mais alors, comme vous le dites, Johnny, tiens, j'ai une chanson, le texte, c'est Jésus-Christ un hippie. Oui, parce il a fait une drôle de tête, non? Non, je lui dis personne ne chantera ça, personne n'osera le chanter, mais si, je vais le faire. Ah oui. J'avais vu sur les campus américains, tous ces jeunes gens, c'est la grande époque des hippies, avec des cheveux longs, avec les fleurs à la main, et peace and love, la paix et l'amour. Et je me suis dit, mais c'est christique, c'est la parole du Christ, c'est ce qui est vrai. Donc j'ai simplement écrit, dans l'avion du retour, un petit poème. S'il était encore aujourd'hui, il vivrait aux États-Unis, il jouerait de la guitare, Jésus-Christ est un hippie. Voilà. Et donc ça a failli nous faire un grand scandale auprès de l'Église. J'ai même eu une entrevue avec un représentant de l'archevêché, mais ça s'est bien passé. Ça a été un grand tube, tout va bien. Vous êtes pardonné. Écoutez, Johnny. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter. On n'arrête pas de l'arrêter. Alors celle-là, elle est pas mal, cette phrase-là. On n'arrête pas de l'arrêter. Vous êtes fier de ça, Philippe, hein? Non, je suis pas fier. Il ne faut jamais être fier de ce qu'on fait. On peut toujours faire mieux. Mais c'était un grand moment. J'ai eu des moments de bonheur formidables avec Johnny Hallyday. Formidable. Et je le raconte d'ailleurs dans un de mes livres, qui n'est pas dans ce quarto que vous avez à la main. Celui-là, c'est le quarto, le fameux quarto, regardez. Alors le quarto, c'est des récits américains. C'est-à-dire qu'ils ont... Gallimard. Les éditions Gallimard ont décidé il y a 1200 pages, de prendre tous mes romans américains, j'ai 5 de mes livres qui se passent aux États-Unis, et mes chroniques, et mes portraits, et mon journalisme. Et puis, ils ont précédé ça, comme ils font avec la Pléiade, d'une centaine de pages qu'ils appellent « éléments biographiques ». Et il y a toute ma vie, avec des photos, avec justement mes rencontres avec Johnny, avec RTL, avec mon université, avec Ombre et Lumière, avec tout, avec Belmondo. Tout ça pendant une centaine de pages qui sont le début du livre. Et c'est un très beau volume qui a été très bien travaillé par les éditeurs. Moi, j'ai simplement fourni quelques photos et mes textes, et j'en suis très, très fier. Oui, les œuvres choisies, ces écrits américains de Philippe Labro, c'est absolument incroyable, de quarto Gallimard. Oui, la vie, cette vie, Philippe, je vais dire presque commencer par ça, parce que pensez à vos parents. Moi, je me souviens de ce discours Veldiv, où vous célébrez évidemment que vos parents sont inscrits juste parmi les justes, parce qu'ils ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans le contexte d'aujourd'hui, de l'antisémitisme, comment vous vivez tout ça, Philippe Labro? Très mal, très mal, parce que le problème dans ce genre d'affaires, c'est que tout le monde a tort et tout le monde a raison. À la fois, on peut admettre et comprendre que les Palestiniens veulent un État, veulent leur pays, veulent exister,
Ils sont d'ailleurs, à mon avis, sous la coupe du Hamas qui les dessert. Alors, il y a le Hamas, qui est une organisation terroriste, hein, et il y a les massacres du 7 octobre. C'est insupportable ce qui s'est passé. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à deux forces antagonistes dont on se demande, on l'espère, si ça peut arriver quelque part. Sinon, un cessez-le-feu, un armistice, une négociation, mais petit à petit, la paix revienne. Le problème du Moyen-Orient, c'est qu'il n'y a pas du tout la paix. Au contraire, on peut sentir même des menaces d'une guerre beaucoup plus importante, puisque derrière tout ça, il y a l'Iran, comme vous savez. Enfin, on n'est pas là pour faire de la géopolitique. Hein. Oui. Mais moi, vous me posez la question, fils de juste parmi les nations, je suis très, très solidaire des Juifs. Oui, mais alors votre père n'hésite pas à héberger les Juifs au premier étage de la maison à Montauban. Oui. Oui. Malgré le risque à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le premier étage, c'était à la buanderie. Au premier étage, figurez-vous, il y avait un officier allemand qui avait décidé que la villa dans laquelle on vivait était très agréable, et c'était le patron de la garnison allemande à Montauban, et qui avait décidé de s'y installer. Il avait réquisitionné le premier étage. Et vous avez cette situation romanesque et invraisemblable. Il m'a fallu de longues années pour comprendre l'invraisemblable de cette affaire. Au premier étage, vous avez l'officier allemand, et dans la buanderie, vous avez un couple juif avec leur petit garçon. Oui, oui. Incroyable parcours que le vôtre, Philippe. Alors, vous partez, évidemment, vous allez rater le bac. Hein, vous allez prendre une bourse. Non, je finirai par le... Vous allez vous rendre à Washington, vous découvrez les États-Unis. Oui. Hein, vous allez gagner un concours de journaliste pour le Figaro. Oui. Et puis, ce parcours va vous amener à la radio, Europe 1. Ouais. Et... Ouais, je vais passer par beaucoup de choses, parce que je vois la photo d'un gamin avec une barbe, là. C'est moi, dans le Colorado. Oui. Parce que pendant mon année universitaire, pour gagner ma vie et rester une année de plus, je suis devenu ouvrier forestier dans le Colorado. Là aussi, j'ai vécu des aventures extraordinaires. J'en ai fait d'ailleurs un bouquin qui est dans le Quarto. Qui est là, qui s'appelle Un été dans l'Ouest. Oui. Voilà. Mais alors, tout ça, vous découvrez cette vie, en quelque sorte. C'est un apprentissage, les États-Unis. La vie est un apprentissage permanent. Oui, les États-Unis, j'ai appris beaucoup de choses. Mais j'aurais pu aller en Inde, j'aurais appris aussi, ou en Chine. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont plutôt ailleurs. L'Amérique, à l'époque, quand je pars là-bas, c'est très exotique. Il n'y a pas beaucoup de jeunes Français qui y vont. Hein. Je suis resté 2 ans sans parler un mot de français, sans avoir un seul contact avec mes parents, autre que des lettres. Parce qu'on s'écrivait des lettres. Sur le téléphone, à l'époque, on ne servait pas du téléphone. Ça n'existait pas. C'est un gros objet noir et très, très onéreux qui était dans le bureau du doyen de l'université. Donc, je suis resté isolé, mais je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai beaucoup appris. J'ai appris la culture américaine, la civilisation américaine. Je suis devenu totalement bilingue. Et évidemment que ça a été une chance inouïe pour ma carrière de journaliste quand je suis rentré en France. Vous rentrez d'ailleurs habillé presque en américain. Hein. Vous avez tout l'accoutrement. Mais il fallait. À l'époque, je vous signale, dans cette université, Washington Lee, en Virginie, le Sud, ségrégation totale. Hein. Cravate, costume, toute la journée. Hein. Deuxième loi, quand vous passez... traversez, vous croisez qui que ce soit, il faut dire bonjour. Hi, how are you? Hi. Bon. Et troisième loi, la plus importante, honnêteté. Vous pouvez laisser vos affaires sur un banc, le lendemain, elles seront encore là. On ne triche pas. Le type qui triche, il est viré dans la seconde. Ouais, voilà. Vous allez vivre la guerre d'Algérie après. Après, oui. Ça, c'est alors complètement, évidemment, vous êtes entré dans cette guerre qui est aussi un bouleversement dans votre vie. Oui, mais ça, c'est ma génération. Hein. Et je ne suis pas le seul. Et surtout, j'y arrive à la fin, moi. Hein. J'arrive à la fin de la guerre d'Algérie. L'indépendance est plus ou moins acquise. Et je suis soldat pendant un moment, puisque comme j'étais journaliste déjà dans la vie, et qu'il n'y avait plus personne pour faire les travaux civiques, citoyens, on m'a très vite détaché de l'armée pour que je devienne, à 24 ans, ou presque, patron de toute la rédaction de France, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui était la radio française en Algérie. Oui. Rencontre après avec Lazareff. Ça compte beaucoup. Oui, Cinq colonnes à la une, Pierre à la Lazareff, télévision. c'était un génie. Ouais. C'était un petit bonhomme extraordinaire, qui avait un sens formidable du public, et qui nous disait des choses très vraies. Il disait, à défaut d'être intelligent, soyez intelligible. Et il me disait aussi, Philippe, c'est les femmes qui comptent. Occupez-vous bien des femmes. Elles en savent plus que vous et moi. Et quand vous êtes sur un fait divers, quand vous êtes sur une histoire, quelle qu'elle soit, que vous rencontrez quelqu'un, posez-vous la question de la mère. Oui.
Ouais. La maman. Ouais. La maman. C'est lui qui vous incite à écrire votre premier bouquin Oui. sur Al Capone. Oui. Un Américain un peu tranquille. Ouais, qu'on retrouve d'ailleurs là. Oui, il est dans les 5 romans. Voilà, Ouais. dans ce roman. Et donc voilà, c'est le journaliste. Vous allez même présenter le journal sur TF1, France 2. France 2. Ouais. C'est cette vie-là et la vôtre. Sous Vous l'égide sentez de Pierre que- Desgros. Mais ma vie, elle correspond à ce que disait Victor Hugo, c'est que la grâce dans la vie, c'est de tout embrasser. Et j'ai essayé de tout embrasser. On n'y arrive pas. J'ai fait des erreurs. J'ai fait un ou deux films qui étaient moins bons. J'ai eu des livres qui n'ont pas marché. J'ai eu des soucis comme tout le monde. J'ai eu des problèmes de santé terribles. J'ai passé 2 fois par l'hôpital. J'ai vécu une dépression. J'ai eu tout ça, comme tout être humain. Vous savez, la vie, c'est jamais une ligne droite. C'est comme ça. Ça monte et ça descend. Mais la seule question, c'est de jamais perdre sa curiosité et les autres, l'amour des autres et la famille. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est ça les vraies valeurs. Ouais. Vous faites votre premier court-métrage, Françoise d'Orléans, Catherine Deneuve, Marie Dubois, vous les avez Mireille toutes. d'Arc. Vous les avez toutes là. Mais ça 4 fois D. Ouais. C'était des jeunes actrices. C'est Unifrance qui m'avait demandé, c'est dans mes débuts, un premier court-métrage, faire 4 fois le portrait de jeunes femmes dont le nom commençait par un D. Donc on appelait ça 4 fois Oui. D. Et c'est pour Unifrance. D'ailleurs, ça a été repris, ça a été montré dans les festivals. C'est un petit court-métrage qui, à l'époque, en noir et blanc, était assez amusant et assez insolent. Et ça a été mes débuts Ouais. pour le cinéma. Un mot sur Françoise d'Orléans, Ouais. la sœur de Catherine Deneuve, qui va mourir tragiquement dans un accident de la route. Personnage incroyable. On se souvient de L'Homme de Rio avec Belmondo. Merveilleuse actrice, mais sa sœur aussi. Deneuve, c'est extraordinaire. La carrière de Catherine Deneuve. Bon, évidemment, d'Orléans, malheureusement, Françoise s'en va. Elle aurait été, elle aussi, une immense star. Mais Catherine, vous vous rendez compte qu'elle tourne Belle de jour, Buñuel, qui est quand même très sulfureux, hein, mais elle tourne aussi Les Parapluies de Cherbourg, Histoire d'amour chantée. Elle tourne Podane. Elle tourne Le Dernier Métro, François Truffaut. La carrière, la filmographie de Deneuve, mais c'est extraordinaire. Encore aujourd'hui, elle doit avoir, je ne sais pas, entre 70 et 80 ans, je ne connais même pas son âge. Elle demeure pour les Français la Française. Oui, oui. Elle a d'ailleurs incarné, vous le savez, tout récemment, Bernadette Chirac. C'est ça. Un type incroyable qui va déterminer aussi votre engagement dans le cinéma, c'est Jean-Pierre Melville. Oui. C'est une rencontre inouïe. Alors évidemment, le réalisateur du Cercle Rouge, le réalisateur du Samouraï. Et de l'Armée des Ombres. Et de l'Armée des Ombres. Grand bonhomme. C'est quelque chose qui vous dit, ça y est, je peux peut-être faire des longs métrages, je peux y aller. Non, j'ai fait un premier long métrage sans lui, hein, bien sûr. Tout peut arriver. Il est venu le voir, il l'a aimé, on est devenus amis. Et c'était un ami et un mentor. À la fois, c'était mon ami, mais en même temps, il m'apprenait des choses. Et quand j'ai travaillé sur le deuxième long métrage, qui est un polar qui a très bien marché avec Trintignant, sans mobile apparent, il m'a aidé sur le scénario. Il m'a donné des détails, des conseils. Mais son savoir-faire, c'est secret de fabrique. C'est d'une générosité inouïe. Et c'est un homme qui, aujourd'hui, est une légende du cinéma. Ouais, ouais. Pour tout le monde. Hein. Vous parlez de Melville, n'importe où. Il y a des gens qui... Il y a sur les réseaux sociaux, il y a des spéciales Melville. Chaque fois qu'un film sort de lui, à la télé ou ailleurs, il y a du monde. Ouais. Il meurt devant vous. Il meurt dans mes bras, pratiquement, oui. Au restaurant. Il a une rupture d'anévrisme. Comme ça, un soir, boum. Violent. Terrible. Vous êtes en train de manger. Oui, on est en train de dîner, on rigole tous les deux, parce qu'on adorait déconner. Et on rigole ensemble, je lui dis une bêtise. Et il me regarde en tirant la langue et en souriant. Et en fait, il arrête plus de tirer la langue. Et c'est plus du tout un sourire. Et il se passe quelque chose. Je comprends pas. Et on rend bien compte que ça va pas du tout. Donc, je descends de sa chaise, je me pose au sol, je crie dans la salle, c'est un restaurant PLM Saint-Jacques, dans le 14e. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Il n'y en avait pas, mais il y a un môme qui arrive, qui est un Américain, figurez-vous, qui dit « Je suis lifesaver », c'est-à-dire je sais comment on sauve les vies, et qui se met sur Jean-Pierre et qui essaie de lui faire respirer, lui pomper le cœur, mais c'est pas possible. Et le SAMU arrive et il va à l'hôpital, pas loin, c'est un quartier plein d'hôpitaux, et il est mort de cette rupture d'anévrisme. Et d'ailleurs, dans le couloir, quand j'attendais le résultat, avec sa future veuve qui arrivait, la pauvre Florence, les toubibs m'ont dit, écoutez, il valait mieux. C'était votre ami? Je dis oui. Écoutez, il valait mieux qu'il ne se réveille pas. Voilà.
Ouais. Parce qu'il il aurait été ce qu'on appelle un légume. Ouais. Donc c'est tragique, c'est dramatique. Il était trop gros, il était très enveloppé, Jean-Pierre. Et il avait eu des problèmes cardiaques. Dans sa famille, il y avait eu des problèmes. Ouais, ouais. Jean-Paul Belmondo, l'héritier, Oui. ça va être un succès phénoménal. Bébel. Oui, Ça, c'est quoi? C'était un rêve de. Vous rêviez Non, à partir de l'instant, quand je vous suis metteur- étiez Troufion Non. en Algérie, vous disiez Bébel. Non, à partir de l'instant où je suis metteur en scène, j'écris très souvent d'ailleurs avec un merveilleux garçon qui s'appelait Jacques Lanzmann, l'auteur de tous les tubes de Dutronc, auteur d'une 50aine de livres. Lanzmann, un type très brillant. Et on a écrit ensemble le scénario original, totalement original, qui était une idée que j'avais eue par rapport à Kennedy. D'ailleurs, j'étais beaucoup inspiré d'un personnage charismatique, beau, et qui se met en danger, qui est en danger, qui hérite d'un empire, celui de son père, et d'un mystère, la mort de son père. Et donc, on a proposé ce sujet à un très bon producteur qui s'appelle Jacques-Éric Strauss, qui a dit c'est pour Jean-Paul. On dit évidemment que c'est pour Jean-Paul. Seulement, il fallait quand même qu'il accepte. Hein, parce qu'à l'époque, il avait la quarantaine, il était au sommet de son art et de sa popularité. Et obtenir, c'est mon 3e film, l'accord de Jean-Paul Belmondo, une merveille. Hein. Ouais. Alors, Trintignant va arriver, ça va être important. Trintignant avant, oui. Ouais. Belmondo. Ensuite, il y a eu Claude Brasseur avec La Crime, Ouais. Yves Montand, Le hasard et la violence, qui est un de mes bides, qui est un très mauvais film. Ah, vous dites vous-même, c'est un très mauvais film. Oui, mais j'admets que j'ai fait des bêtises. Moi. Et puis il y a Rive droite, rive gauche avec Depardieu aussi. Oui, Rive droite, rive gauche avec Depardieu, Nathalie Ouais. Baye, ça c'est un bon film. Oui, que j'ai coécrit avec ma femme, le scénario original aussi. Oui. J'ai fait beaucoup de choses. Oui, Michel Colombier qui faisait les musiques, je me souviens de ça. Ah, ben très bien. Formidable Michel Colombier. Bon, bah oui. Musique de l'héritier mythique. Et alors, dans tout cet univers, vous continuez de faire des chansons. On parlait tout à l'heure de Johnny. On va entendre, tiens, la voix douce et merveilleuse de quelqu'un qui nous a quittés il y a peu de temps, mais tellement merveilleuse. Écoutez-la. Se retourne sur moi, principalement les femmes, je ne sais Lolita. pas pourquoi. Elle veut mieux que mes Shane chaussures, Birkin. mes chaussettes et ma jupe. Je les entends murmurer les drôles de mots comme pute. Lolita, Lolita C'est un Gomez. album, Lolita Gomez, évidemment, que vous écrivez entièrement pour elle. Bah c'est un Gainsbourg. souvenir. Serge Ouais. était devenu copain avec Serge. Et il m'a dit, voilà, je suis très occupé, je veux faire un film. J'ai pas le temps, mais il faut que je fasse un album pour Jane. Et c'est toi qui vas écrire les paroles. J'ai dit, écoute, Serge, t'es le meilleur parolier de ta génération. T'as pas besoin de moi. Non, mais j'ai pas le temps. Alors je te donne les titres. Il m'a donné une dizaine de titres. Il dit, à partir des titres, tu fais des Ouais, textes. donc c'est lui qui a dit Lolita Gomez. Non, il m'a donné Lolita. Ouais. Tous les gens dans la rue se retournent sur moi. Ils me traitent de pute, je ne sais pas pourquoi. Jane a livré ça de façon merveilleuse. C'est une très grande artiste, elle aussi. Hein. Ouais. Non, ça a été une belle collaboration. Et Serge était une sorte de génie. D'ailleurs, regardez, lui, la postérité, ça existe. Il faut voir, quand quelqu'un disparaît, combien de temps il faut pour passer le purgatoire et devenir totalement inscrit dans la culture et dans l'héritage culturel français. Gainsbourg, il n'a pas connu le purgatoire. Hein. Il est toujours là. Hein. Ouais. Il y a des livres sur lui, il y a des films sur lui, il y a des études sur lui, il y a des universitaires qui sont penchés sur son langage, sa manière d'accrocher les mots, et puis sa personnalité. Il y a aussi ça hein, qui compte. Hein. C'est quand même lui qui a démarré la mode de pas très bien rasé et du jean un peu troué. Ouais. C'est Gainsbourg. Il y a une autre chanson, tiens. Celle-là, c'est un autre rock'n'rollman qu'on adore en France. Et alors, vous l'aviez signé, les paroles de cette chanson, sous un pseudonyme. Hein, l'épopée du rock. Philippe Eddie Christian. Mitchell. Bravo. Avec Claude Moine. Vous avez Écoutez- retrouvé ça, bravo. Écoutez, Eddie Mitchell. Paroles de Philippe Labro. Son parrain Bilalais, un 109 a déferlé et la terre s'est enflammée. Leur doigt, c'est l'être de noblesse. Alors, la conclusion. C'est donc l'histoire du la rock. conclusion. Vous racontez toute l'histoire du rock. Non, mais c'est effrayant cette chanson. Le rock est notre vice, c'est la faute à Elvis. Nous l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. Faut vraiment. Ah mais non, mais il y avait l'opposition de Ringo et les classiques, quoi. C'était les Oui, oui. Beatles contre... C'est ma première chanson oui. pour Eddie. On s'en souvient souvent quand on se croise. C'est assez amusant, ouais. L'épopée du rock. Oui, c'est ça. Mais enfin, l'épopée du rock, c'est l'épopée de votre vie. Vous avez été toujours rock, Philippe. Oui, mais aussi, vous savez, j'adore la musique classique. Moi, je vais au Théâtre des Champs-Élysées, à la Philharmonie de Paris,
3 fois par semaine. Hein. Donc j'aime autant Mozart, Schubert, Mahler, Schumann, qui vous voulez, que effectivement Hallyday, Brassens, Trenet, Léo Ferré, Bob Dylan. Je m'incline devant Bob Dylan. Ouais, Parce ouais. que c'est un grand poète. Et Leonard Cohen. Pour moi, les 2 grands poètes anglo-saxons, c'est Cohen et Dylan. Ouais. C'est incroyable, c'est le souvenir dans l'église de la Madeleine de votre discours pour les Ouais. obsèques de Johnny. Ouais. Et ça reste parce que c'est quelque chose qui dépasse tout, là. Ben, c'est-à-dire On est- que j'étais face à la Madeleine. Il y avait d'un côté toute une partie du show business français et la famille côté Laetitia. Et de l'autre côté, il y avait l'autre famille, c'est-à-dire Sylvie, David, tout ça. Déjà, on pouvait se dire qu'est-ce qui va se passer entre les familles. Et puis, sur ma gauche, il y avait sur 2 rangs François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. On peut se demander ce qu'il faisait là, non? Ben non, parce que c'était, on enterre une personnalité nationale, Oui. une idole Des nationale. obsèques quasi nationales. Et on m'a demandé, après que le président Macron, à l'extérieur, ait fait un petit discours, d'être avec Daniel Rondeau, qui l'a fait après moi, quelqu'un qui a fait l'éloge de Johnny. J'ai écrit un texte qui a fait que pendant au moins, tenez-vous bien, 3-4 semaines, dans la rue, quand je marchais, j'en me disais « Ah, votre discours sur Johnny ». C'est-à-dire qu'ils avaient oublié que j'avais écrit des livres, des films, tout ça. J'étais l'homme qui a écrit Oui. l'oraison Mais, alors, funèbre de Johnny Hallyday. C'est vrai, un mot, c'est Eddie Mitchell en tel instant. Il a dit, lui, c'était trop, ça lui a pas plu, il n'aurait pas voulu y être. C'était son pote, hein. Non, il fallait. Ouais. C'était bien, c'était émouvant, solennel, peut-être. Oui, écoutez, quand même, regardez ce qui s'est passé, les Champs-Élysées. Hein. Il y avait quoi? Il y a 1 million de gens. On n'a jamais vu ça pour un chanteur, quel qu'il soit. Ouais. Donc ça voulait dire quelque chose, c'est que les Français, de toutes les couches sociales, se reconnaissaient en lui. À un moment donné ou un autre de leur vie, il y avait une chanson de Johnny qui les avait inspirés. Ouais. Il est mort en regardant vers le ciel. Et alors, C'est ce que m'a dit Laetitia. Ouais. Oui. Ben oui. Quand ils m'ont appelé le marre de la coquette pour me dire, écoute, on a besoin et envie que ce soit toi qui écrive son oraison funèbre avec d'autres, mais tu seras le premier. Je leur ai dit oui, mais il faut que je vienne vous voir pour que vous me racontiez les derniers instants. Donc on a pris une voiture dans la nuit, sous la pluie, on est arrivé à Marne la coquette. Cette nuit-là, vous aviez des gens le long de l'avenue, sous la pluie, et ils ne pouvaient rien voir, entendre, ça fait rien, ils étaient là. Donc j'ai parlé avec Laetitia qui m'a raconté donc les dernières minutes de la vie de Johnny. Et là-dessus, je lui ai dit, j'aimerais le voir. Il m'a dit, oui, très bien. Ils ont appelé au Val-de-Grâce, où il était déjà installé, si j'ose dire. Et j'ai traversé donc la forêt, est arrivé au Val-de-Grâce. Et au Val-de-Grâce, c'est pareil. D'abord, il y avait la police, l'armée, comme si c'était un chef d'État. Et puis vous aviez, le long de cette institution, ce bâtiment, des gens, sous la pluie, qui attendaient. Ils n'ont jamais rien vu, mais ils étaient là. Et moi, je suis allé donc voir Johnny, qui était étendu, qui malheureusement, dans la mort, était moins grand. Je l'ai trouvé un peu petit. Il lui avait refait un peu la moustache et le visage. Et c'était bouleversant. Parce que je me disais, voilà un homme avec qui j'ai eu une aventure, qui a fait chanter, qui a fait aimer des générations entières, qui incarnait quelque chose. C'est-à-dire, je suis né dans la rue, c'est ça, hein, la phrase la plus forte de sa vie, qui venait de nulle part pour devenir une icône. Il n'y a pas d'autre terme. Et il n'y en a pas d'autre. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. ouais, c'est vrai, Philippe, j'allais presque dire en vous regardant, vous avez, vous, connu la mort. Et vous l'avez raconté dans un livre, La mort imminente, Oui, au fond. oui, j'ai écrit un bouquin, c'est Ce pour que- traverser. ce qu'est la mort, vous le savez? Oui, bah oui, c'est... Ça peut être le vide, ça peut être, on ne sait pas, une espèce d'endroit un peu nuageux, un peu agréable, où on arrive et il y a vaguement des formes autour de vous. C'est ça que j'ai vécu. Oui. Vous aviez vu ça dans cet Oui, état oui, de, oui. de mort imminente? Ça arrive beaucoup aux gens qui sont sous-produits, parce que j'avais des produits morphine et compagnie. J'étais dans un semi-coma artificiel. Je sortais du coma, puis j'y revenais parce qu'ils cherchaient la cause de ma maladie. C'était un problème pulmonaire très, très grave. Et oui, effectivement, il y a ce moment où ils appellent ça Near Death Experience, expérience de mort approchée. Alors, mort approchée, oui. Car vous avez la sensation que vous sortez de votre corps et que vous
flotter plus ou moins dans un endroit un peu éthéré, assez agréable, où il y a des formes qui ne sont pas vraiment humaines, mais c'est quand même des formes. Et si c'est ça la mort, ben c'est pas mal. Ah oui. En tout cas, je sais comment ça va se passer ou ça peut se passer. Mais je n'y pense pas, parce que pour moi, c'est pas ça qui compte. Ouais. Compte, c'est la vie avec un V majuscule. Oui. Oui. Voilà. Et pourtant, vous avez aussi raconté la dépression. Vous Oui. avez aussi raconté le vide. À un moment donné, Oui. on ne se l'imagine pas parce qu'on se dit votre vie est tellement une vie d'aventure, passionnée, passionnante. C'était peut-être Ouais. aussi une accumulation d'événements, d'expériences et d'épreuves et d'obstacles que j'ai eu à franchir ou pas, ou même certains que j'arrivais plus à franchir, qui ont fabriqué cette crise. Et la dépression, c'est une maladie, hein, mais on en sort. Moi, c'était surtout que j'avais été atteint par le doute et la perte d'estime de soi, et il n'y a rien de pire. Il ne faut jamais perdre l'estime de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre pour ce qu'on veut, il faut avoir confiance. Il faut tenir à son identité et savoir qu'il n'y a qu'une vie, on va essayer de la vivre le mieux possible. Et là, j'ai eu cette faiblesse psychique, psychiatrique, ça a duré près d'1 an, hein. Mais j'en suis sorti. Ouais. J'écris d'ailleurs un livre là-dessus, parce qu'il m'arrive des trucs, j'écris des bouquins. Oui, mais c'est bien. Et j'ai parce fait un qu'il faut bouquin qui partager. Oui. s'appelle Tomber 7 fois, se relever 8, qui est un Ouais. proverbe japonais. Ouais. Voilà. Et je pense à un autre bouquin qui s'appelait Le Petit Garçon. Oui. Le Petit Garçon, c'est au tout début. Oui. Hein, et ça, je me dis, au fond, le petit garçon, en face de moi, j'ai pas encore un petit garçon, là. Vous n'êtes pas toujours un petit garçon. Si, on est tous Ouais. encore des petits garçons. Dieu merci. Tant mieux. Il faut toujours conserver une enfance en soi. Moi, quand je vois des gens dans la vie, hommes ou femmes, j'essaie toujours de voir l'enfant qu'ils ont pu être et est-ce qu'il leur reste encore un semblant d'enfance. Et on fait la différence. Ouais. Le petit garçon, il aurait envie de se mettre un chapeau de cow-boy. Hein, Ah ben oui, quand une chemise j'étais- à franges. Oui, quand j'étais gamin, j'ai vu les premiers westerns en noir et blanc parce que l'Amérique arrive, hein, la France est libérée, Ouais. donc on voit les premiers films en noir et blanc. Tiens. Ah, là, j'ai 15 ans, là, c'est pas pareil. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je disais, je veux être justicier du Far West. C'est ce que vous avez fait finalement. Non, non, non. Oh, bah si, vous avez. Ah, je ne suis pas un justicier, mais je suis allé au Far West, oui. Ouais. L'Ouest lointain, le Far West. L'Ouest lointain. Ce qui m'intéressait, c'était l'au-delà. La base, enfin, une des raisons de mon itinéraire, c'est la curiosité. J'étais curieux du monde, je le suis toujours. Ouais. Concerné. Oui, Concerné par le concerné, concentré, et puis avide d'apprendre et de comprendre, et on n'en sait jamais assez. Ouais. Et il faut de longues années pour à peu près savoir, être un petit peu plus sage, et croire qu'on sait des choses. On a acquis un peu d'expérience, un peu. C'est une chanson de Guy Béard Ouais. qui s'appelle Le bal chez... Non, c'est pas Le bal chez Temporel, c'est une autre chanson qui dit on se console en se disant qu'on a pris un peu d'expérience, mais on voudrait bien que ça recommence, comme à zéro, comme autrefois, comme avant. Voilà, Merci. je vous en prie. C'était Philippe Labro. Ses écrits américains, c'est ce que vous choisissez publié, Quarto Gallimard, c'est formidable. Il n'y a qu'à de connu que de réécouter cette petite Sarah. On l'adore. Oh, ma jolie Sarah. Ah oui. Parole de Philippe Labro. Johnny. Merci Philippe. Merci à vous. Merci beaucoup.